Oui, ben, ce qui m'a frappé d'ailleurs dans toutes les communications, c'est le problème du rapport entre le port neuf, en quelque sorte, et le port ancien, sous des modalités là, différentes. Ça revient toujours. Hein. Est-ce que certains pourraient reprendre un petit peu là, cette thématique du rapport port traditionnel, port ancien, et puis le port nouveau? Et oui, bon, la vision que j'en ai, c'est... Alors, peut-être que Mathias pourra commenter sur La Rochelle aussi, mais en tout cas, pour les ports de fond d'estuaire, les ports de fond d'estuaire ne font des avant-ports que contraints et obligés. Et les avant-ports sont des escales techniques. Les avant-ports doivent rester absolument sous le contrôle des anciens ports. Et s'il y a prise d'indépendance, cela se fait de facto. L'ancien centre est obligé de reconnaître qu'il doit se refonder. Qu'il doit se refonder sur quoi? Qu'il doit se refonder sur un maintien de l'activité maritime et se refonder sur le rôle de complexe industriel. Mais il est très difficile, enfin, l'exemple nantais montre qu'il est très difficile pour une élite commerciale, maritimo-portuaire, d'armement et de négoce, de devenir capitaine d'industrie. C'est deux mondes mentaux différents. Et l'exemple de Nantes montre que penser Nantes comme pôle industriel important, ça a demandé beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de résistance. Oui, je me permets de prendre la parole dans la continuité de ce qui a été dit pour faire un petit rappel également sémantique, en tout cas sur l'usage des mots, notamment pour le Moyen-Âge, et ça renverra à la communication excellente de Philippe Lardin à propos de la création du Havre. À la fin du Moyen-Âge, pour désigner ce que l'on dirait aujourd'hui un port, en fait, on utilise une expression qui associe deux mots. On parle de port et havre. Et les mots ont leur importance. Évidemment, en la matière, ça renvoie à ce qui a été présenté par Philippe, je le disais, parce qu'en réalité, au Moyen-Âge, petit à petit, alors au cours des XIVe et XVe siècles, on va distinguer deux fonctions qu'on pourrait qualifier de portuaires, mais enfin deux fonctions qui sont relativement bien distinctes. La fonction de havre, qui renvoie au mot d'abri, d'accord, et qui renvoie donc à la nécessité d'abriter des navires et d'avoir autour de ces navires un environnement logistique qui lui permette de faire de l'eau, de faire des vivres, de décharger ou de transborder une partie de ses marchandises pour qu'elles remontent en amont des fleuves. Donc là, c'est l'espace du havre, l'espace d'abri, avec une dimension logistique. Et puis il y a le port. Alors le terme port renvoie à la notion de porte, de passage, et c'est le lieu où les marchandises et les personnes passent de l'eau à la terre, de la terre à l'eau, souvent sur la base d'un contrôle, un contrôle de nature juridique, souvent aussi un contrôle de nature fiscale. Et donc on a là deux dimensions qui sont à la fois séparées et qui ne font qu'une dans la plupart de ce que l'on appellerait aujourd'hui des ports. On distingue bien le havre et le port. Et j'en viens aux avant-ports dont vous parliez tout à l'heure, et je crois, tout du moins pour le Moyen-Âge, qu'il faudrait distinguer l'avant-havre de l'avant-port. Et l'avant-havre, c'est celui qui nous a été présenté dans un premier temps par Philippe, c'est-à-dire ce projet qui consiste dans un premier temps hors de toute ville, à proximité, donc d'intérêts, de négoces politiques ou militaires, qui consiste à créer dans une zone qui vient en remplacement finalement d'une autre, parce qu'il y a des problèmes environnementaux importants qui empêchent les navires de trouver abri, et donc on va créer là un havre, bel et bien un abri. Et puis il y a l'avant
l'avant-port, et au Moyen-Âge, l'avant-port, même si l'expression n'existe pas, dans sa réalité, elle existe, et j'en reviens à Harfleur. Harfleur est un avant-port pour Rouen, mais en ce sens, c'est pas simplement un abri, mais c'est un lieu où deux communautés marchandes, celle de Rouen et celle d'Harfleur, eh bien, sont capables de se partager des intérêts, des positions stratégiques sur le fleuve, etc. Et donc, c'est assez intéressant, je crois, de distinguer, alors quand ça en vaut la peine, évidemment, bon, ce qui a été présenté sur Saint-Nazaire, à la fois renvoie à ce que je viens de dire, mais on voit également des dynamiques qui sont différentes, mais à cette double conception, une qui relève de l'abri du fonctionnement des navires et de la nécessité, encore une fois, de pouvoir fonctionner d'un point de vue matériel, et les intérêts commerciaux qu'il y a derrière. Et pour le coup, bien souvent, et je reviens sur, à vos deux exemples finalement, on se rend compte que l'avant-port prend le pas sur l'avant-havre. D'accord ? Et que finalement, de la solution technique, on en vient très rapidement à des nécessités économiques et donc à des nécessités urbaines. Alors avec plus ou moins de transition, il y a ce passage. Je voulais mettre en évidence cette résonance sémantique autour de l'usage de ces mots du Moyen-Âge pour voir finalement quelles sont leurs résurgences dans un certain nombre de réalités. Il me semble qu'on peut arriver jusqu'à Saint-Nazaire. Oui, in English, in English, or if you want. You talk about the relationship between Antwerp port, Rotterdam, Amsterdam, but perhaps you could talk more about this situation, between Antwerp and the other side, New Zealand, for example. I don't know what's the relation in this period, because it's, I understand open the activity, but the competitive, for example, I don't know, Middelburg or... Okay. Well, the relationship between Antwerp and the Zeeland ports was a situation of avant-port in the 16th century, especially. And there it functioned quite well. There you had the big ships that stayed in Zeeland, and only the smaller ships could go to Antwerp. Well, things changed a lot after 1585. Then you have a period that Zeeland controls the port of Antwerp. But on its time, it's also part of the Dutch harbor system or port system. And Zeeland declines in relationship to Rotterdam and Amsterdam and loses much of its position. It also has its own activities, its own company, which is engaged in slave trade, but it loses very much of this important role. After, I guess, in the 19th century, the decision of Antwerp is to develop its own port system or its own port via digging a very big series of docks. And then they become independent of the function of the Zeeland ports. Oui, moi je voulais reprendre votre idée. Et c'est vrai que dans le cas de Port-Louis, eh bien, la première partie du XVIIIe siècle, ce port, c'est la ville-mère en fait de l'Orient, Port-Louis, a joué davantage un rôle de havre. Et dans la seconde partie du siècle, elle retrouve à nouveau, en quelque sorte, des lettres de noblesse. Elle joue à nouveau un rôle de port à la faveur de l'industrie sardinière. Parce qu'à partir de cette période, eh bien, le port de Port-Louis va jouer vraiment ses pleines fonctions. Et beaucoup de navires vont sortir et y rentrer à nouveau. Et on a un registre, justement, de 1780 qui l'atteste. Mais dans la première partie du siècle, c'était, en effet, vous avez raison, plutôt un havre qu'un port, en fait. Oui. J'aurais une question pour Philippe. Est-ce que ma distinction d'une ville chantier, chaotique, qui
dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, le temps des travaux, et ensuite d'une difficile organisation. Le plan de cet ingénieur italien là, qu'on convoque, entre le moment où il dessine son plan et le moment où les choses s'organisent, où on fait disparaître les baraques et tout ça, comment tu vois les affaires pour la naissance du Havre? C'est un peu ce qui a été dit pour Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'au départ, ceux qui sont venus travailler s'installent dans des cabanes, exactement ce que tu as dit, sont installés n'importe où, et puis il y a le raz-de-marée de 1525 qui détruit tout, et donc qui provoque une réflexion, et à partir de ce moment-là, on commence, mais timidement, à construire sur des terre-pleins de terre. Et puis, donc, la construction et le développement de la ville est très lent, et lorsque finalement Girolamo arrive, à ce moment-là, on impose véritablement, il y a des décisions, c'est-à-dire que les maisons qui ne sont pas alignées sont abattues. Bon, alors, un certain nombre étaient en bois et relativement faciles à déplacer, parce que ça faisait partie de l'habitude, on pouvait déplacer les maisons. Donc, on commence par faire le plan et ensuite on autorise les gens à se réinstaller. Mais ça se fait effectivement assez lentement parce que il faut d'abord que les gens trouvent les fonds pour faire les transformations. Mais sinon, c'est exactement la même chose que Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'il y a une véritable réorganisation qui se fait. J'en parlerai brièvement demain, de l'installation des ouvriers qui viennent sur le chantier, ou pour construire d'ailleurs l'arsenal, le premier chantier, pardon. Donc on a en effet cette installation chaotique de baraquement, des premiers habitants qui sont livrés à eux-mêmes. La mise en œuvre difficile, on le voit aussi à Lorient, et vous l'avez bien montré dans toutes vos communications, de ces premiers règlements d'urbanisme. À Lorient, c'est carrément une expulsion, quasi manu militari, ça va se faire sur 2-3 ans, hein, mais on va expulser, comment dire, ces premiers habitants lorientais de l'arsenal. Ils s'étaient installés au cœur de l'arsenal. Les phénomènes de spéculation foncière. On a toujours à un moment donné un acteur local qui va acheter des terres pour mieux les revendre et qui sent le filon. On a ça à Lorient, hein, en l'occurrence le sénéchal de Val, Pierre Dondel. Et puis les enjeux de pouvoir, les conflits, les arbitrages de l'État. J'ai l'impression que c'est vraiment des phénomènes là qui sont récurrents dans tous les exemples qui ont été évoqués ce matin, qu'on peut constater à Lorient et qui au fond s'inscrit dans la diachronie, puisque là on fait le grand bond de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Oui, alors je crois que nos discussions appellent la dimension militaire de toutes ces affaires de création portuaire. Spécialement pour Le Havre, j'ai été tout à fait intéressé par la comparaison possible sur les attendus entre Le Havre et puis Saint-Nazaire. On voit bien que la marine cherche à protéger un arrière-pays, à protéger donc de l'approvisionnement, à protéger des constructions navales, un potentiel industriel également. Et pour ce qui est plus spécifiquement du Havre, je m'interrogeais justement sur les conditions de l'intention urbaine. Vous venez de livrer des éléments de réponse, hein, comment on en arrive à construire une ville à côté du Havre, de Grasse. Et puis, je m'interrogeais également sur la prise en compte du navire. Est-ce qu'à un moment donné, dans la création portuaire du Havre, on prend en compte l'objet navire pour déterminer les infrastructures qui doivent être mises en place? On sait qu'à cette époque, et notamment les navires de guerre évoluent beaucoup, la taille augmente. Est-ce que justement les techniciens prennent en compte cette donnée au moment de la création du Havre? Et puis j'avais juste une petite question très ponctuelle au sujet des marchés qui sont passés à cette époque. Qui sont les co-contractants? Il y a bien évidemment l'entrepreneur, mais qui est le donneur d'ordre, en quelques mots? Voilà, pour ce qui concerne les marchés, le donneur d'ordre, c'est le roi, là. C'est-à-dire qu'il est décidé que toutes les constructions maçonnées seront
payés par le roi selon un toisage extrêmement compliqué avec une détermination des surfaces, une détermination des volumes en fonction de l'importance du travail, de la difficulté du travail. On a le texte qui est extrêmement détaillé. Et puis la première question, c'était ? Ah oui, alors effectivement, si on décide qu'on est obligé d'avoir un autre port, c'est bien précisé dans la réflexion, c'est parce que la taille des navires augmente. C'est-à-dire que les caravelles, ces bateaux, ces cravelles qu'on voit dans les textes, sont ont un tirant d'eau de plus en plus important. Or, justement, la fosse de l'Eure est tout à fait adéquate pour ça. Donc, non seulement on va faire un passage, mais on va creuser ce passage suffisamment pour que les bateaux puissent passer, les bateaux de guerre. Et donc, on va le faire régulièrement. Mais ça a été tout à fait pensé au départ. Et très rapidement, ces bateaux sont des bateaux les bateaux qui vont s'installer dans le port sont des bateaux qui vont faire de la guerre de course, c'est-à-dire qui vont aller attaquer les bateaux anglais ou éventuellement portugais parfois. Est-ce que tu peux répondre aussi sur la question que je posais en introduction sur l'introduction de la compétence des gens de mer, c'est-à-dire fait-on appel et par quel procédé à ceux qui connaissent la mer et qui peuvent dire quelque chose. Je te pose la question parce que encore au XIXe siècle, les ingénieurs des ponts et chaussées travaillent, mais ensuite les projets sont passés dans des commissions nautiques qui émettent des réflexions. Et dans ces commissions nautiques, encore au XIXe siècle, il y a de la place pour l'expertise technique des gens de mer. Alors là, et au 16e, au début 16e ? Non, là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une commission pour chercher l'endroit qui serait le meilleur, à partir des portraits qui avaient été faits, c'est-à-dire des cartes plus ou moins dessinées, mais il n'y a pas de spécialiste. La preuve, c'est qu'on improvise constamment. On n'a absolument pas prévu qu'il allait y avoir des remontées d'eau, alors que la nappe phréatique était là, on est dans une zone marécageuse. Donc ça n'a pas du tout été prévu. Par contre, en faisant appel à Guyon-le-Roi, on fait appel à quelqu'un qui est extrêmement au courant de la manière dont un port de guerre, en particulier, doit se présenter. Et d'autre part, après, on va faire appel à des spécialistes, c'est-à-dire les Bretons, les pionniers bretons qui, eux, savent parfaitement comment organiser le travail. Ce que les gens d'Harfleur ou de Honfleur ne savaient pas faire. Là, au départ, on en fait venir 8, puis après on en fait 16, et puis après 32. Donc, on en a besoin. Ils sont les spécialistes. Juste une question documentaire, M. Lardin. Oui. Concernant ce portrait... le portrait. Vous avez dit qu'il avait disparu, c'est ça, hein ? Ah oui, il a disparu. C'est-à-dire, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été payé. Donc on a une comptabilité où il y a la portraiture qui est payée à des peintres, justement, qui ont fait... Mais en fait, c'est un dessin. Et à la fin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à la fin de la première campagne de travaux, on fait, là aussi, un portrait qu'on envoie au roi pour qu'il dise ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va continuer, ou est-ce qu'on arrête, ou est-ce qu'on change. Et est-ce que, à votre connaissance, cette portraiture, moi je connais très peu cette documentation... fin Moyen-Âge, début des temps modernes, mais est-ce qu'elle ne s'accompagnait pas de mémoires écrits qui, quelque part, donnaient en quelque sorte l'intelligence et la légende de ce qu'on avait sous les yeux ? Il y avait un petit texte, mais c'était vraiment très très léger, c'était tout à fait empirique, c'est pas du tout scientifique. Et le plus souvent, d'ailleurs, par exemple pour la deuxième tour, quand on a des documents écrits comme ça, ils sont absolument pas accompagnés de dessins, on explique ce qu'on doit faire, mais il n'y a pas de dessin, parce qu'on sait comment le faire. Il y a des termes qui sont immédiatement compris par les maçons. Mais pas de dessin, pas de plan, très très peu, ou alors des dessins, des portraits, des tableaux, mais pas de dessin d'architecte. Très très rarement. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Merci beaucoup. Il y a... Je voulais revenir en fait sur ce qu'avait présenté Guy Sopin sur la question de la matérialité et l'immatérialité et la représentation du port. Et on sait en tout cas qu'en particulier au XIXe siècle, lorsqu'interviennent les ingénieurs des ponts et chaussées, qu'on va avoir plusieurs projets de port qui vont être éventuellement sélectionnés, mais aussi modifiés, et qu'à la fin, il peut y avoir un très gros différentiel entre le premier projet et celui qui sera réalisé. Et à mon sens,
toute cette période où on a l'émergence de plans, de projets et de l'ordre de l'immatérialité et constitue effectivement une représentation d'une certaine communauté, par exemple celle des ponts et chaussées. Mais il me semble que cet aspect d'avoir une vision idéale d'un port, en disant le port doit être organisé d'une façon ou d'une autre, ce genre de choses, c'est aussi vrai à d'autres périodes, non seulement au 19e ou 20e siècle, mais les périodes précédentes. Et je voulais savoir si, et ça s'adresse, c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des conférenciers, c'est est-ce que vous avez pu voir justement dans vos sources des projets qui n'ont jamais été réalisés, et est-ce qu'a été analysé les raisons pour lesquelles des projets éventuellement contradictoires ont été choisis, et, voilà. Donc la question de projets idéaux qui sont des projets de port. Voilà, merci. Oui. Là-dessus, je pourrais dire deux choses. Une première chose, c'est sur les possibles rivalités qui peuvent exister entre des intérêts locaux et des intérêts plutôt nationaux. Par exemple, en 1803, on veut une base militaire à l'embouchure de la Loire. L'ingénieur des ponts et chaussées dit Saint-Nazaire. Le ministère est surpris parce que jusqu'ici, tous les travaux qu'on avait faits, c'était pour Paimboeuf, l'avant-port. Et donc, la réponse doit lui paraître un peu bizarre, et il commande une contre-expertise, une contre-enquête, et il s'adresse à l'architecte Voyer de la ville de Nantes, l'ancien architecte Voyer de la ville de Nantes, Mathurin Crucy. Et Crucy, à cette date-là, fait un contre-projet en disant « Non, Paimboeuf, c'est très bien, on peut faire quelque chose à Paimboeuf. » Bon. Son idée, manifestement, c'est une rivalité, parce que son projet ne tient pas 5 ans. Quand Napoléon Ier vient visiter le site pour sa politique de blocus continental, en 1808, il lui ressort le projet, mais il l'a déplacé à Saint-Nazaire. Donc, on a ici, en plus, Crucy, qui n'était plus architecte Voyer de la ville de Nantes, il était, avec ses frères, dans un chantier de construction navale dans l'estuaire de la Loire. Hein. Donc, il était passé aussi du côté de l'entreprise privée. Bon. Ensuite, ce qui est intéressant, et moi ça m'a un peu... Oui, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas trop. Et il ne faut pas imaginer le corps des ponts et chaussées comme un corps centralisé à pensée unique. Dans le corps des ponts et chaussées, il y a des ingénieurs qui peuvent avoir des idées différentes. Et on le voit très bien pour Saint-Nazaire. Nous n'avons pas un projet pour Saint-Nazaire, mais souvent nous avons 2 projets. C'est-à-dire qu'il y a 2 ingénieurs des ponts et chaussées qui travaillent parallèlement pour proposer 2 choses. Et ceci est débattu dans des commissions locales. Ceci remonte ensuite au niveau du Conseil général des ponts et chaussées, dans lequel il ne règne pas une unité de vision. Et dans ce que j'ai lu, les auteurs qui connaissent la période bien mieux que moi disent le corps des ponts et chaussées, c'est plutôt une association d'agences locales qu'un corps centralisé qui définirait une politique établie par le haut. On n'est pas dans une période où la marine est en difficulté, elle l'a été au tout début du 19e à Lorient. Les relations entre les marins qui proposeraient d'avoir un port militaire à Saint-Nazaire et Lorient, comment ça s'articule tout ça? C'est-à-dire que l'embouchure de la Loire, pour Lorient et pour Brest, reste fondamentale. C'est parce que c'est l'approvisionnement. Donc, avoir quelque chose ici pour aider, hein, qui est un petit point de complément des arsenaux, des 2 grands arsenaux de fabrication du matériel, les navires, voilà. Et pourtant, on a déjà, il y avait des arguments
c'est curieux finalement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la marine puisse nourrir en interne ce genre de produit. Bien. Alors, plus de questions. Il est temps d'aller déjeuner.